Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on échange avec tous les acteurs de la nutraceutique, les producteurs, les fabricants, les distributeurs, les agences, tous ceux qui contribuent à une meilleure transparence du secteur pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. Et on en profite également, vous le savez, pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de plantes ou d'ingrédients, mais nous allons plutôt nous intéresser à la réglementation, aux fusions, aux acquisitions. Et là, vous vous dites, c'est bon, je zappe, je n'écoute pas NutriCast aujourd'hui. Et pourtant, vous auriez tort de vous en priver, car c'est un aspect fondamental. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous intéresser à la nutrition, à vouloir lancer votre marque de compléments alimentaires, investir dans un laboratoire ou même racheter et vendre, pourquoi pas le vôtre. Comment y arriver? Quels sont les points essentiels? Quelle valorisation? Quel investissement? Enfin bref, on va en parler avec Violaine Chaumont, CEO de RNI Conseil, cabinet spécialisé dans les affaires réglementaires, médicales et scientifiques pour les produits de nutrition et de santé. Bonjour Violaine. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous, Violaine? Je vais très bien Fabrice. Bon, je suis ravi de vous avoir sur NutriCast aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne parle pas d'ingrédients ni de plantes, mais c'est un aspect fondamental, parce que évidemment, qui dit complément alimentaire, qui dit nutraceutique, dit aujourd'hui plus que jamais réglementation. Il y a beaucoup, je le disais, de nouveaux acteurs entrants, beaucoup aussi de labos qui veulent vendre leur marque, qui ont peut-être fait ce qu'il fallait pour la valoriser ou pas encore. On verra bien quel est le montant aujourd'hui nécessaire pour investir dans une marque de complément alimentaire, ou quel montant peut-on espérer de la vente de son laboratoire. On en parle avec vous. On peut revenir juste un petit point sur ce que vous faites depuis 15 ans, ce que je disais en introduction, sur l'accompagnement des affaires réglementaires pour ces boîtes. Oui, alors effectivement, RNI Conseil a été créé en 2005. J'ai fondé l'entreprise dans un but précis à l'époque, qui était d'accompagner les laboratoires qui souhaitaient développer des produits de nutrition. Et puis, au fur et à mesure des années, on a étendu l'activité et l'expertise réglementaire sur les produits de santé. Donc, ça va inclure également les produits cosmétiques, les dispositifs médicaux, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la majorité des sociétés qui ont investi dans la nutrition ont beaucoup de produits différents, répondant à des statuts réglementaires différents. Donc l'équipe de RNI Conseil, qui est aujourd'hui constituée d'une quinzaine de consultants, a vraiment pour objectif d'aider les sociétés à développer leurs produits, à les mettre sur le marché, à obtenir les autorisations de mise sur le marché. Et dans ce cadre-là, on aide aussi les sociétés à acquérir ou à vendre leur portefeuille produits et leurs actifs. Quelles sont les grandes évolutions du secteur ? Alors dans le secteur de la nutrition, les grandes évolutions, elles datent déjà de 2006, donc ça fait déjà une quinzaine d'années, lorsque la réglementation sur les compléments alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ont vu le jour et ont organisé le secteur avec des échéanciers en matière de période de transition, en matière de demande d'autorisation de mise sur le marché relativement étendue. Alors aujourd'hui, les grands enjeux du domaine de la nutrition, c'est de cohabiter avec des produits qui sont tout aussi intéressants, mais qui répondent à des statuts réglementaires différents, comme celui des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des médicaments. Il n'y a qu'à voir les étagères des pharmacies d'officine pour se rendre compte, que pour une même typologie de produits, vitamines, minéraux ou plantes, on peut avoir affaire à différentes typologies de produits. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un statut réglementaire, le complément alimentaire, qui doit coexister avec ses propres règles, ses propres enjeux, au milieu de tout un arsenal thérapeutique ou de bien-être mis à disposition du consommateur. Très bien, merci pour ces précisions. Alors on va faire des exemples un petit peu concrets. Imaginons, je suis un laboratoire, j'existe depuis une quinzaine d'années par exemple, ou même plus. J'ai envie, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrants, mais aussi de plus en plus d'investisseurs. Depuis malheureusement cette pandémie, les côtés, on va dire positifs, c'est que les gens se sont de plus en plus intéressés à la nutrition, à l'impact de la nutrition sur leur organisme, comment bien se supplémenter. Du coup, c'est un secteur en hausse. Et moi, si j'ai envie aujourd'hui de sortir du marché, comment je fais pour valoriser mon petit labo, qui est une petite PME, qui marche très bien, mais j'ai pas vraiment les clés. Comment je fais pour valoriser tout ça ? Alors, sans prendre la parole à la place des avocats d'affaires et des intermédiaires sur ce genre de transactions, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on souhaite céder son portefeuille produit ou sa société, que ce soit un fonds d'investissement, un groupe pharmaceutique, un groupe agroalimentaire, cosmétique, voire même ce que l'on appelle les family office, vous allez du coup rentrer dans un process qu'on va appeler un process de due diligence où l'ensemble de l'entreprise et des produits vont être analysés au regard des obligations réglementaires, légales, sociales,
sociale, RSE, etc. qui s'imposent. Et sur la thématique qui nous intéresse, nous chez RNI Conseil, on a à cœur d'accompagner les sociétés sur la valorisation de la conformité réglementaire de leurs produits, parce qu'il faut pas oublier que la réglementation et être conforme à des réglementations en vigueur, ça fait partie des actifs d'une société. Et un investisseur a tout intérêt à investir dans une société, qui présente des produits conformes à la réglementation en vigueur, mais également qui est prête à mettre en place les nouvelles règles réglementaires, à les avoir anticipées, et bien évidemment tout ça ayant pour but de pérenniser une activité et des produits sur le marché. Donc un petit laboratoire qui souhaiterait revendre ses actifs, sa marque, son portefeuille produit, en plus d'être accompagné par un avocat d'affaires, par un intermédiaire de transactions, par tout ce qui peut être audit fiscal, etc., a tout à fait intérêt à être accompagné par un cabinet réglementaire qui puisse mettre en évidence et en valeur la conformité des produits, le fait que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Ça fait vraiment partie des éléments à ne pas oublier, puisqu'aujourd'hui les principaux investisseurs du marché, alors que l'on soit dans ce qu'on appelle les petits business ou les grosses structures, ont vraiment besoin de voir à quel niveau de conformité le portefeuille produit est. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement indispensable dans le cadre des due diligence qui sont menées sur une société. Tout le monde a besoin d'être rassuré sur le fait qu'un portefeuille produit peut être pérenne sur le marché et vis-à-vis des autorités. Alors c'est vrai que ça fait partie, on l'oublie peut-être, mais que la conformité à la réglementation, ça fait partie, vous l'avez dit, des actifs d'une société, des actifs d'un laboratoire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur le marché. On voit qu'on peut faire de plus en plus facilement des marques blanches, sans connaître vraiment le marché du complément alimentaire. Mais il y a quand même un vrai aspect réglementaire dont il faut avoir conscience, parce que moi j'ai l'impression comme ça qu'il y a de plus en plus de nouveaux entrants qui se fichent un peu ou qui ne se soucient guère, on va dire, du côté réglementaire, en pensant que c'est le façonnier qui va le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est plutôt un manque de prise de conscience de l'amplitude de la réglementation et un manque de conscience sur le fait que aujourd'hui la réglementation européenne, voire française, régit l'ensemble, tous les aspects d'un produit, que ce soit le contenant, le contenu, la communication, les supports promotionnels, les canaux de distribution, la TVA, etc. Donc, je pense que c'est le travail, notamment des syndicats et des cabinets réglementaires, de faire prendre conscience que cette mise en conformité elle est indispensable. Et puis très sincèrement, je pense que la partie réglementaire vient assez vite, parce que si on est vraiment dans une démarche de vouloir valoriser ses produits, valoriser sa société, à un moment donné, on se doute bien que des audits vont être menés pour vérifier la conformité des produits. Et l'objectif est vraiment de pouvoir démontrer que sa société a un chiffre d'affaires qui est pérenne dans le temps et qui ne va pas être complètement détruit par un nouveau texte réglementaire ou parce qu'il y a eu un contrôle de la part de la répression des fraudes. Donc si au début il y a un manque de conscience avec la volonté de surfer sur la vague des valorisations qui sont très très importantes aujourd'hui, puisque sur du B2C on a des valorisations qui sont 15-20 fois l'EBITDA, mais tout ça nécessite un effort en amont de la part de l'entrepreneur pour avoir des produits qui collent à la réglementation, mais qui de même s'inscrivent dans une démarche RSE qui est l'autre aspect tellement demandé aujourd'hui par les investisseurs. Personne n'investirait aujourd'hui dans une société qui propose des produits purement chimiques, sans aucune conscience environnementale ou sociétale. Mais alors, est-ce que c'est pas le rôle un peu des façonniers ? Imaginons, moi, je suis une marque blanche, je suis un distributeur, je fais fabriquer mes produits et je fais sourcer ça ailleurs. Je mets juste l'étiquette sur mon pilulier. Est-ce que je dois me soucier du réglementaire, ou ce sont mes fournisseurs qui finalement s'en soucient pour moi ? Ça dépend avec qui vous travaillez, mais effectivement aujourd'hui les façonniers s'inscrivent beaucoup plus dans une démarche d'être CDMO, c'est-à-dire de proposer aussi une prestation de développement qui va inclure une prestation de conformité réglementaire, d'avoir l'ensemble des éléments à disposition concernant la composition du produit, sa mise sur le marché, etc. Donc je dirais que c'est celui qui souhaite mettre des produits sur le marché en son nom qui va devoir réfléchir avec qui il travaille. Et effectivement, il y a plein de petits laboratoires qui n'ont pas de compétences
ressources réglementaires en interne, ni même qualité. Et c'est à ce niveau-là, du coup, qu'il va falloir choisir le bon façonnier. Alors une prestation full service d'un façonnier va coûter forcément plus cher qu'un façonnier qui vous fera juste de la production, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si l'on est dans des ambitions de valorisation et d'avoir des produits qui puissent être pérennes et être valorisés à leur juste niveau. En tout cas, le réglementaire, c'est vrai que c'est fondamental parce que si on rachète une boîte, par exemple, qui fait, je sais pas, 4, 10, 20, 30 millions d'euros et qui fonctionne bien, si demain on n'a pas anticipé la réglementation et en plus on a des exemples concrets avec il y a quelques mois les dérivés hydroxyanthracéniques, notamment et l'aloe, qui ont été interdits en tant que complément alimentaire. Donc si jamais on se dit tiens, je vais investir là-dedans, l'aloe ça marche bien, quelques mois après la réglementation tombe, donc il faut vraiment anticiper et être accompagné, que ce soit pour une création ou pour un rachat. Complètement, il faut complètement anticiper ces changements réglementaires, l'évolution de l'état de l'art aussi et des connaissances scientifiques, comme l'exemple des composés qui peuvent être toxiques, puisque quand on va faire une due diligence ou du moins un audit réglementaire côté acquéreur, on va prendre en considération ces nouveaux enjeux scientifiques de sécurité réglementaire, ce qui peut impacter et ça c'est tout le travail des fiscalistes et des avocats d'affaires, impacter considérablement la valorisation de l'entreprise, puisque si vous pouvez pas assurer le maintien d'un chiffre d'affaires et d'une certaine rentabilité, effectivement ça donne matière à l'acquéreur pour négocier à la baisse la valorisation complètement. Alors aujourd'hui, comment se passe votre activité? Est-ce que vous avez noté qu'il y a de plus en plus de personnes, de clients, demandeurs, et quel est le profil de vos clients aujourd'hui? Est-ce que ce sont plus des gens qui se lancent en mode start-up? Est-ce que ce sont des grands groupes qui veulent racheter des petites boîtes, des concentrations? Oui, très très bonne question. Alors il y a un changement manifeste depuis la pandémie sur le coronavirus, dans le sens où avant le Covid, on avait bien évidemment des transactions, je dirais, naturelles par rapport à des segments intéressants que sont la santé, la nutrition. On parle de pandémie Covid, mais vous avez celle du diabète, de l'obésité, qui du vieillissement tout simplement, qui ont toujours fait du secteur de la santé un domaine très intéressant en matière d'investissement. La place de la naturalité des produits de santé type compléments alimentaires et autres depuis le coronavirus ont vraiment mis en évidence l'intérêt de ce secteur et de ce segment de produits. Et je vais vous donner un exemple très clair. Aujourd'hui, on a surtout des groupes pharmaceutiques ou des groupes cosmétiques qui souhaitent développer une activité vraiment dans le domaine du complément alimentaire et de la nutrition. C'était déjà le cas, mais là vraiment ça se renforce avec vraiment des créations de filiales qui vont être dédiées à ces produits-là. Et dans la cosmétique, secteur qui a beaucoup souffert quand même de la pandémie en raison de la chute de consommation des produits cosmétiques, du maquillage, etc. On observe la volonté manifeste de vouloir créer une branche plus santé de manière à ventiler, je dirais, le chiffre d'affaires et le développement de ces structures sur différents axes et plus uniquement la cosmétique. D'accord, donc c'est-à-dire que la cosmétique aujourd'hui, les grandes marques de cosmétiques, veulent également développer des marques santé. Alors, oui, c'est très clair. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour tout le monde? Est-ce que, in fine, pour le consommateur, ça va pas être en fait un trop plein? Oh, écoutez, je pense que même avant le Covid, les étagères des pharmacies et des différents distributeurs sont déjà bien pleines. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que trouver sa place, ça nécessite quand même un petit peu plus d'innovation. On le voit sur le déploiement de nouvelles formes galéniques, on le voit sur un certain nombre de gammes de compléments alimentaires qui se développent autour d'axes particuliers. Alors on connaît le CBD avec toute la polémique qui est autour, mais on a aussi des produits qui vont se développer autour d'un végétal particulier, autour d'une molécule particulière. Donc je pense que ça pousse plutôt à une innovation de marché de galénique et je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde et puis de toute façon il y a un effet aussi de mode et de nouveauté qui attire le consommateur complètement. D'accord, il faut trouver son créneau, se spécialiser. Aujourd'hui, il y a un sujet qui inquiète le marché de plus en plus et ça prend des proportions, on va dire, assez importantes, c'est le problème de l'oxyde d'éthylène qui est retrouvé un peu partout dans des doses qui sont pas réglementaires pour le coup, avec de plus en plus de rappels de produits. C'est que le début, on a l'impression, il y a des centaines et des centaines de produits qui sont rappelés, des milliers de produits
de consommation, mais des centaines de produits dans le complément alimentaire. Vous avez des clients qui vous en parlent? Comment ça se passe? Oh, bah écoutez, on pourrait parler de l'oxyde d'éthylène comme d'autres molécules toxiques qui reviennent ou qui viennent maintenant du fait de l'état de l'art et de l'évolution des connaissances, mais également, et ça c'est un point qu'il faut jamais oublier, du fait de l'évolution des méthodes d'analyse aussi. On a toute une batterie de substances, alors à travers les compléments alimentaires, les cosmétiques ou autres qui apparaissent et qui font l'objet maintenant de contrôles et qui entraînent des rappels de l'eau. Donc oui, les clients clairement nous en parlent. On fait faire un certain nombre d'analyse de risque également, en prenant en considération l'exposition des consommateurs. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont d'actualité et bien évidemment dans le cadre des due diligence, des audits réglementaires qui sont menés sur les portefeuilles produits qui sont clairement à prendre en considération. Alors, je vous avoue que cette problématique d'oxyde d'éthylène sur tous les rapports d'audit qui ont été menés au cours de l'année 2020 n'était pas prise en considération parce que n'avait pas encore émergé dans l'ensemble des substances toxiques à suivre lorsque l'on fait une évaluation de la qualité et du risque et des dangers des produits alimentaires. Mais effectivement, c'est un sujet qui est assez important, dont il est difficile de parler dans le détail avec des, oui, non, des évidemment. exemples très concrets. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour insister vraiment sur la réglementation, parce que c'est un point crucial qui peut vous faire perdre complètement votre business. Hein. Là, on le voit. Bon, si aujourd'hui on n'anticipe pas, là, on sait que la levure de riz rouge, pareil, ça va certainement évoluer. Comment vous faites d'ailleurs? Vous êtes en veille permanente? Quelle est votre méthode de travail? Alors sur la veille réglementaire qui est réalisée chez RNI Conseil, alors bien évidemment le relais des syndicats est primordial, que ce soit le syndicat des compléments alimentaires, celui de l'automédication ou celui d'autres secteurs de l'agroalimentaire ou de la cosmétique. Nous, c'est notre premier point d'information. Après, au sein de RNI Conseil, chacun des consultants est dédié à une thématique réglementaire ou des sous-thématiques réglementaires, donc doit réaliser lui-même sa propre veille réglementaire de manière à être et sa veille technique et scientifique également, puisqu'on suit un certain nombre de molécules et un certain nombre de sujets de discussion au niveau de la Commission européenne. Donc, chez RNI Conseil, on a une base de données réglementaires qui nous est propre, que l'on ne met pas à disposition des clients. Vous pourriez penser à me la mettre à disposition quand même, c'est pas très sympa. Hein. À NutriCast, vous me la donnez. J'ai des confrères qui font ça très bien. Qui font ça très bien, mais chez RNI Conseil, on travaille de manière très proche des clients et c'est vrai qu'on ne vend pas d'outils de ce type-là. On préfère le face-to-face en matière de veille réglementaire. Mais chacun des consultants est chargé de faire sa veille et on s'appuie beaucoup sur le travail fait par les syndicats, la communication faite par la Commission européenne, etc. Très bien, Violaine. Alors un mot sur les tendances de demain et particulièrement sur le CBD qui est l'objet de beaucoup de questions. Il arrive comme un raz-de-marée. Est-ce que vous avez des clients qui vous sollicitent à ce sujet? Oui, complètement. Alors le CBD, ça fait partie vraiment des substances aujourd'hui qui ont le vent en poupe, malgré la tempête réglementaire qui va bientôt se calmer. Donc oui, on assiste à deux choses. Les sociétés qui veulent vraiment développer des produits avec du CBD, donc avec différents niveaux, on va dire, de qualité d'actifs. Et puis vous avez, pour revenir au sujet des acquisitions, beaucoup de fonds d'investissement ou de grosses structures, des gros groupes cosmétiques, agroalimentaires ou pharmaceutiques qui développent des gammes directement ou qui cherchent à acquérir des sociétés qui ont déjà développé des galéniques particulières de CBD ou des produits tout simplement, mais même topiques contenant du CBD. Donc ça, c'est vraiment une molécule, une substance qui va marquer l'ADN d'un certain nombre de marques qui vont arriver sur le marché. On a fait un certain nombre de sujets d'acquisition dans ce domaine-là, principalement de l'acquisition de sociétés basées aux États-Unis, puisqu'ils étaient clairement en avance par rapport à la France sur les développements galéniques et les développements de compléments alimentaires. Donc il y a beaucoup d'acquisitions qui se sont faites de marques américaines dans ce secteur. Alors justement, c'est vraiment pour moi d'actualité parce que il y a eu l'arrêt Canavap qui a en quelque sorte désavoué un petit peu la France sur sa position sur le CBD. Du coup, les boutiques maintenant, elles ont, il y a une jurisprudence là très récemment de la Cour de cassation qui stipule que le CBD donc n'est pas un stupéfiant et qu'il faut pas qu'il contienne plus de 0,2% de THC. On peut donc en vendre en France. On le voit de plus en plus ces boutiques. Pour autant, ce ne sont pas des produits français parce qu'on ne peut pas fabriquer en France et également ce n'est pas du complément alimentaire puisque on est toujours dans le novel food. Comment vous êtes, est-ce que vous montez au créneau parce il va falloir que ça change, c'est le consommateur lui-même a du mal à savoir si c'est où il en est.
Alors, si on parle du CBD, il est très clair qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'expliquer aux consommateurs ou même aux clients la situation réglementaire, puisque la presse est écrite ou télé a bien mis en exergue ces décisions et la jurisprudence récente en la matière. Après, il faut quand même pas oublier que le CBD est toujours régi par le règlement Novel Food, c'est-à-dire qu'il faut normalement avoir des autorisations de mise sur le marché pour ces ingrédients-là. Donc aujourd'hui, les sociétés qui ont décidé de développer ces produits sous un statut qui n'est pas celui du complément alimentaire, mais des huiles et autres, sont quand même dans une situation réglementaire qui est en France absolument incertaine et presque illégale. Donc on verra comment la France va légiférer prochainement ces produits-là, puisqu'on est dans l'attente d'un arrêté. Par contre, sur les sujets d'acquisition dans le domaine du CBD, c'est un parti pris d'une réussite en termes de business majeur sur le territoire européen, qui serait vraisemblablement très consommateur de ce genre de produits sur différents axes, le stress, l'insomnie, etc. Alors, Violaine, avant de terminer cette émission, on parle donc de fusion, d'acquisition. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des fonds d'investissement qui attendent que vous leur proposez des opportunités, ou est-ce que vous avez plus de clients qui attendent que vous fassiez rentrer des fonds d'investissement? C'est une très bonne question. Alors, principalement, les fonds d'investissement viennent nous voir pour entrer dans le process de due deal et les accompagner pour comprendre tant le marché, la conformité des produits, etc. Donc, ça marche surtout dans ce sens-là, où les family office, les fortunes familiales qui souhaitent aussi investir dans ce domaine de la santé, il y en a beaucoup qui souhaitent avoir une petite part du gâteau. Concernant les clients qui souhaitent être accompagnés dans un process de vente, ça arrive assez fréquemment. La dernière vente concerne Epifrance, qui était un client depuis une quinzaine d'années et qu'on a accompagné dans son process de cession auprès d'Air Liquide Cepic. Donc du côté des petites structures ou des clients avec une plus forte, on va dire, valeur ajoutée et valorisation, on a depuis le début de l'année beaucoup plus de demandes sur comment ça se passe, quels sont les accompagnements possibles, et surtout de préparer ce que l'on appelle, nous, les rapports réglementaires pour mettre en évidence la conformité des produits, la valeur ajoutée des produits face à de potentiels acquéreurs. D'accord, donc en tous les cas, voilà, côté réglementaire, c'est un aspect et un volet très important. Une fois qu'on a ce volet qui est traité, qui est verrouillé, ça fait partie des actifs et on peut aller tranquillement finalement dans la suite des opérations. Complètement. Et ça prend combien de temps pour estimer tout ça, pour se mettre, on va dire, en d'équerre avec la réglementation? Alors, se mettre d'équerre avec la réglementation, si je suis du côté du cédant qui souhaite revendre sa structure, en moyenne, il faut bien 3-4 mois pour éditer un rapport de conformité réglementaire qui mette clairement en exergue une conformité du produit sur un territoire donné. Généralement, on fait une première étape d'état des lieux pour venir après rectifier un certain nombre de choses au sein de l'entreprise de manière à présenter la société de la meilleure façon qui soit. Après un process de fusion ou d'acquisition, c'est quand même relativement long, de 6 mois à 1 an pour pouvoir céder sa société avec tous les audits nécessaires du côté légal, RSE, social, etc. Donc c'est un long process quand même. Oui, et en sachant que quand on est une petite boîte, une petite PME qui tourne bien, quand on rentre dans un process de vente qui dure entre 6 mois et 1 an, la difficulté c'est de rester concentré sur le business et pas sur la vente pour continuer quand même au cas où il y aurait un petit problème en route et ne pas dévaluer sa société. Rester concentré. Vous avez tout compris. Merci beaucoup Violaine Chaumont, donc vous êtes CEO de RNI Conseil. Merci pour ces précieux avis et sur ces éclairages concernant l'importance de la réglementation dans le secteur de la nutraceutique. Vous avez des gros projets, des gros clients là sous le coup des grosses affaires à faire d'ici la fin de l'année? Un certain nombre, oui, tout à fait. Du côté des laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent acquérir un certain nombre de marques de compléments alimentaires. Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui vont bouger sur le reste de l'année. Ça va bouger, d'accord. On peut pas en parler, mais oui. Laboratoires pharmaceutiques qui vont rentrer sur le monde du complément alimentaire. Il y aura des nouveaux. D'accord. Il y aura des émissions à faire, des choses à dire, parce que peu de terre, peu de fer. Les laboratoires pharmaceutiques qui ont longtemps été vent debout contre les compléments alimentaires. Si maintenant ils investissent dedans, peut-être aussi qu'il y aura un lobbying inverse. On verra. C'est intéressant. En tous les cas, les mois qui viennent promettent d'être riches en enseignement. Tout à fait. Merci. On se reparlera. Bah oui, vous intervenez. Je vais vous donner
une ligne directe, téléphone rouge sur NutriCast. Dès qu'il y a un petit changement, vous intervenez. Violaine Chaumont, merci beaucoup. Merci à vous, Fabrice. Je vous dis à très bientôt. Émission à retrouver donc sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio. À très vite sur NutriCast. Au revoir.